Emprunter pour transiger, est-ce une bonne idée? Deuxième partie. Un beau bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, deuxième partie d'un sujet capital et important, puis je pense qu'il va aider les gens à mieux saisir. C'est sûr que vous allez avoir des devoirs à faire, là. C'est pas, tout livré pour vous, tout mâché, là. On vous amène des pistes de réflexion, donc vous allez avoir à faire des petits devoirs, d'aller lire là-dessus, puis essayer de comprendre. Prenez le temps, parce que les quelques heures que vous allez investir à bien apprivoiser ça, tout le reste de votre vie vont vous suivre. Toujours en compagnie de François. On poursuit notre sujet direct dans l'action, au lieu de tourner autour, parce qu'on a fait notre introduction dans le premier épisode. J'espère que ça va toujours bien, François. Ça va super bien, puis on commencerait dans produits sur marge. Oui. On ne parle pas d'action, on parle de Forex, contrat à terme. On vient d'en perdre peut-être la moitié, mais on va les récupérer dans cet épisode-là. Oui, ou on va les inspirer à l'explorer un petit peu plus. Effectivement, tu disais les actions, moi au début, c'était les actions qui m'attiraient, mais j'avais pas tellement de capital, fait que ça s'est comme imposé à moi naturellement le Forex, puis ça m'a quand même permis d'apprendre, là, je bifurque, mais en tout cas, ça m'a permis d'apprendre la macroéconomie que je connaissais pas du tout. Fait que le Forex, ça a ça comme avantage, c'est que c'est très, très axé là-dessus, ça a une influence directe. Mais là, je veux revenir aux marges, c'est que ce qu'on discutait quand on était entre les deux tournages, puis on en a parlé un petit peu dans l'autre épisode, c'est qu'au début, c'était mêlant. J'arrivais, puis là, ça disait marge utilisée, puis là, des fois, j'avais un montant de ce que j'avais pris, des fois, j'avais un montant de ce qui me restait, puis ça n'avait jamais rapport avec ce que j'avais comme argent dans le compte. Puis donc, il y a comme quelques éléments clés qu'il faut apprivoiser, là. Quand tu disais, si on met 100 $ puis qu'on peut avoir 1000 $ avec un levier x10, bien, lorsqu'on a mis 100 $ on utilise une portion, mais on a un 900 $ de mobiliser là, sur la marge, mais sans rentrer dans tous les détails. Prenez le temps de décortiquer ça. Regardez c'est où l'information sur votre plateforme. Là. Souvent, c'est dans le coin. Il y a une zone où on la voit normalement là, avec vos positions, mais il faut mettre un petit peu de temps. Ça ne se fait pas tout seul. Puis le jour où on le comprend, là, ça devient ce qu'on appelle un moment « aha ». Oh, OK, là, je comprends comment ça marche. Puis après ça, on dirait ça se fait tout seul. Puis peu importe le produit, c'est le même calcul, c'est la même affaire. Mais si vous ne le faites pas, c'est là que vous êtes en danger, vous faites n'importe quoi. Donc, c'est l'invitation. Oui. Pour faire une parenthèse, tu dis c'est compliqué. Moi, je vais mettre ça très simple. Là. Quand on rouvre un compte, vous dites que vous voulez un compte sur marge. Votre compte sur marge, ils vont faire les investigations si vous êtes autorisé. Mais une fois que vous êtes autorisé, après ça, combien de marge j'utilise? Tout ça, est-ce que je n'utilise trop ou pas assez? Faites-vous-en pas. Quand ça va être le temps d'acheter des actions ou peu importe le produit, si vous achetez trop d'actions puis vous dépassez votre marge, le courtier, il vous bloque automatique. Là. Si vous avez seulement la possibilité d'acheter, on va dire, 1200 actions, mettons, puis dans le fond, c'est une belle façon de se protéger. Là. Si vous tapez 12 000 actions, puis c'est pas ça que je voulais faire, le courtier, il y a une barre rouge qui va arriver. Non, vous pouvez seulement 1200 actions. Donc, c'est complexe, oui, puis non, là, comme Patrick a dit dans l'autre podcast, tout se fait automatiquement tout seul. Là. Fait qu'il n'y a pas de question, on utilise-tu trop, comment il faut l'utiliser, tout se fait automatique. Si vous voulez acheter 100 actions, vous en achetez 100. Si vous voulez en acheter 500 puis ça ne passe pas, bien, il va vous dire c'est 300 maximum, puis pouf, vous allez tomber à 300. Puis même Interactive Broker, on peut mettre une autre limite nous-mêmes, de dire je ne peux pas faire des positions plus grandes que tant. On peut, donc, il va nous envoyer une alerte pour dire attention, là, tu dépasses tes propres critères. Donc, on peut être plus sévère encore que le courtier. Là. Oui. Ça, mais ça, il faut aller le configurer, par exemple. Là. Fait que ça, c'est le fun. On poursuit avec nos produits. Il y en a un que moi, j'aime de plus en plus, là, c'est les options. Les options aussi, ça en est un qui fonctionne avec le levier. Faisant une stratégie d'options, on peut des fois, dans l'exemple que j'ai, moi, je multipliais par 32 mon rendement parce que j'utilisais les options. Puis, dans le fond, l'option, si on voyait très, très simple, mais si on achète un call, on achète une option d'achat, bien, c'est qu'on paye une prime. C'est la prime qui est notre coût. Puis ça, c'est vraiment minime par rapport à les actions qu'on aurait achetées parce qu'on va, par exemple, ça marche toujours par lot de 100 actions et ça permet de faire des choses incroyables. Là, c'est sûr qu'on ne rentre pas d'un coup sur les options. On en aurait pour des heures et des heures et des heures. Mais si vous aimez le levier, bien, c'est une option. Les options sont une option. Encore là, soyez
encore là, très prudent parce que là, c'est plus complexe. Là. C'est plus juste à sens unique. On ne sait plus juste on achète, on vend. Il y a un paquet de permutations possibles qu'on peut faire et le courtier va nous permettre, dans le fond, d'aller chercher encore plus de levier avec ça. Mais c'était vraiment là-dessus, je veux vraiment faire juste une petite introduction, à moins que tu aies un commentaire particulier, mais on ne rentrera pas là, à expliquer tout comment ça fonctionne, là, parce que puis un jour, peut-être, on invitera un spécialiste des options, là, en invité pour essayer de décortiquer tout ça, mais c'est un domaine qui n'est pas du tout pour les débutants. Là. Ça prend de l'expérience. Puis, tu sais, pour simplifier ça, qu'est-ce qui est le fun pour les options? C'est comme une police d'assurance qu'on se prend. Exemple, on va prendre, on va dire pour Apple, les options d'achat, des calls qu'on appelle en anglais. Bon, ben quand on achète une option, c'est comme on achetait 100 actions. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on paye une prime, un peu comme une assurance. La prime va être, on va dire, 100 $. Donc, votre coût maximum de perte, le coût, c'est 100 $, puis la perte maximum, c'est 100 $. Et puis, si le cours de l'action monte, votre call, votre option d'achat, votre police d'assurance, on va dire, va prendre la valeur. Donc, perte limitée au coût payé. Oui. Puis les profits, je ne veux pas dire illimités, mais c'est ça pareil, là, ça peut monter quand même beaucoup. Donc, mais vu qu'il y a beaucoup d'effets de levier, c'est un produit quand même populaire, là, mais jetez-vous, voyons, lancez-vous pas dans les options demain, là, allez lire là-dessus. Ouais. Le gros avantage, c'est qu'on le sait combien qu'on paye pour le contrat d'option, puis c'est quoi notre perte maximum. Exact. Dans l'exemple que tu donnes en particulier, c'est ça, c'est qu'on le sait à la scène près. Là. Ça ne peut même pas dépasser. Peu importe qui arrive, le crash du siècle, n'importe quoi, c'est le montant la prime, c'est le montant qu'on a payé à l'achat. Dans l'exemple que tu donnes, parce qu'on peut créer des stratégies, des options où on peut avoir des pertes illimitées aussi. Là. C'est ça. C'est ça. On y va à la base, pour ceux qui nous écoutent. Base. Mais c'est un produit avec levier, effectivement. Le prochain, c'est un produit, en fait, c'est pas tant pour les day traders, mais on entend parler des fois, ça se fait par des conseillers en placement, des choses comme ça, ce qu'ils appellent un prêt levier ou un prêt investissement. C'est-à-dire qu'on va parler avec notre conseiller, puis il va nous négocier une marge avec une institution ou peu importe la compagnie, là, et donc on va pouvoir effectivement utiliser la même chose, un levier, mais plus au niveau du placement. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a des avantages et inconvénients aussi parce qu'effectivement, si, mettons qu'on regarde les 2 dernières années, si la personne a pris son prêt levier, j'aurais dit, mettons, 100 000, puis qu'elle a mis, je ne sais pas moi, 10 000 $ de comptant, puis que les bourses ont fait quand même beaucoup de volatilité dans les dernières années. Puis si tu as fait ça au moment où ça perd 30 %, mettons, parce qu'il y en a eu 30 % de baisse là, sur les marchés, bien là, tu as mis, toi, 10 %, puis tu as perdu 30 %. Donc, tu as perdu plus que ce que tu as mis. Mais dans ces produits-là, ce qu'ils vont te vendre, c'est qu'il n'y en a pas de rappel de marge. Ils vont juste faire quoi? Ils vont augmenter tes paiements mensuels pour les rembourser. Comme un peu une hypothèque avec taux variable là, qu'on a entendu dans les dernières années, que c'est toujours bon, ton paiement ne montera jamais. Ouais, mais il arrive une étape à un moment donné que ton paiement monte quand même. Donc, le risque, il est vraiment au niveau de perte, mais de mensualité. Là. Est-ce que dans ton cash flow personnel, dans ton budget, tu as du jeu pour pallier si jamais ça ne marche pas bien? Si tu n'as pas ça, moi, je dirais, fais pas ça. Hein? Fait que c'est des beaux produits, mais il faut qu'on ait du jeu, il faut qu'on soit plus solide, moi, je trouve, financièrement, avant de se lancer là. Puis votre conseiller devrait vous questionner même avant de faire ça. Là. Ça, c'est mon opinion. On le voit, là, c'est arrivé à quelqu'un que je connais. Son hypothèque, avec les taux d'intérêt qui montent beaucoup, là, qui vont beaucoup monter, elle a dit « Mes paiements vont rester pareils », mais au lieu d'avoir une hypothèque, je pense qu'il restait 20 ans, ils ont mis ça sur 30 ans. Et au Canada, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça, puis là, ils ont commencé à faire ça. Puis à un moment donné, il y a eu un point d'inflexion que je pense à partir de 30 ou une hypothèque 30-35 ans, dépendamment du... Là, je ne suis pas spécialiste dans les hypothèques, là, mais c'est ça que je me suis fait dire. Puis elle, son hypothèque, c'était comme ça. C'était rendu qu'elle payait, je pense, 98 % juste d'être... Elle dit, c'est pas grave, là, l'année prochaine, je vais renouveler parce que son taux, c'était sur 1 an. OK. Mais si quelqu'un qui signait cette hypothèque-là, mettons, pour 30 ans, c'est comme payer 98 % juste de l'intérêt. Donc, tu payes tout le temps. C'est quand même spécial. On vit
on vit un événement quand même spécial cette année. Là. Ce qu'ils appellent un prêt ballon. Comme tu payes juste l'intérêt. Oui, okay, c'est ça. La pété, la ballonne. Ouais, comme tu dis, Simonet, le taux, parce qu'il monte, là, au moment où on enregistre, il monte à chaque fois, il monte le taux. Fait qu'à un moment donné, si c'est même plus suffisant, là, payer ton versement, ben là, ton versement, il va augmenter. Là. Ils ne vont pas le laisser, ils ne vont pas juste dire tu le mets. En fait, ça devient des hypothèques quasiment anti-hypothèques inversées. Là. C'est ton hypothèque grossit. Là. Ils ne laisseront pas ça. Puis là, on parle d'hypothèque, mais là, c'est l'exemple du prêt levier. C'est la même chose. Là. C'est qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que ça peut supporter. C'est sûr qu'un prêt levier, si tu tombes dans le creux de la vague, que là, ça remonte de 30 % là, tu es mort de rire. Là, tu viens d'avoir un rendement de 300 % sur ton investissement. Mais on sait qu'historiquement, les investisseurs, c'est pas les meilleurs à timer le marché. Puis c'est pas ça qu'on dit aux gens de faire pour investir. Donc, tant qu'à moi, ça, c'est à risque élevé. Puis, en plus de ça, on ne contrôle pas. Parce que c'est un produit qu'on a donné à un gestionnaire de fonds, puis c'est le gestionnaire de fonds qui contrôle pour nous. Moi, j'aime mieux faire ça quand je contrôle, personnellement. Ça, c'est mon opinion très, très personnelle et que je partage entièrement. C'est important. OK, prochain sujet. Utiliser l'argent des autres ou emprunter à ses proches ou sa famille. Oh boy. Moi, je suis catégorique. Je sais pas toi, là. La seule affaire que je peux... que je vis bien avec ça, emprunter ou passer de l'argent. Moi, c'est peut-être plus passer de l'argent que je fais. Mettons, j'ai des amis dans l'immobilier, bon, ceux qui nous écoutent, là, dans l'immobilier, souvent, ça arrive, on a un flip à faire, puis on veut emprunter, on va dire, 100 000 pour faire un flip pendant un mois. Puis là, le deal, il faut qu'il se passe vite. Mais on n'a pas le temps d'aller se faire financer à la banque, tout ça. Bon, mais quelqu'un va faire un prêt privé, on va dire 10 %. Puis la personne, juste le temps qu'il refinance son immeuble, il va aller le rechercher le 100 000 en refinancement. Donc ça, quand on fait un prêt de même, tu prends l'immeuble en garantie. Là. C'est ça. Donc, moi, j'ai pas de problème à faire ça. Mais pour 30, je ne veux pas dire que c'est pas risqué, mais on va en parler, là, la bourse versus l'immobilier. Ouais. Mais cette façon-là, de passer de l'argent ou emprunter, je suis plus à l'aise là-dedans que les marchés boursiers. Là. C'est clair. En plus, si tu es le prêteur, là, l'autre personne, pourquoi tu as besoin de mon argent? Si tu es établi, tu n'as pas besoin de mon argent. Si tu as du succès et tu es bon, tu n'as pas de besoin. Si tu n'as de besoin, c'est pour transiger, oui, mais le marché immobilier... Ah, immobilier, ça, c'est ça. Ça, c'est un autre monde, là, qui est des POC, là, 100, 200, 300 POC, puis des fois, tu peux-tu me passer 100 000? Ben là, voyons, tu as 300-400 portes, mais c'est parce que les autres, ça joue en Monopoly. Hein? La liquidité. Là, la liquidité n'est pas là. Ils ont beaucoup d'argent, mais c'est tout immobilisé dans leur immeuble. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais bref, immobilier, oui. Puis marché boursier, non. On ne donne pas de conseils, là, mais là-dessus, je vais en donner un conseil. Non, je vais en donner des conseils. Empruntez pas de l'argent à vos proches pour investir à la bourse. Ça, c'est un conseil qu'on peut se permettre très facilement de dire. Il n'y a aucune limite à ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec ça. Il y a une autre façon aussi où on pourrait avoir un levier, puis tu en as parlé un peu, si on se part un fonds, on pourrait se mettre, mettons, toi puis moi, on pourrait dire ensemble, on se fait un pot commun, on met ça ensemble, on se part une compagnie, on devient actionnaire, on peut être 5 amis, 3 amis, 4 amis, puis là, on se met ça ensemble, puis là, on pourrait décider de se monter graduellement notre fonds, puis de placer. Ça serait une approche qui est, selon moi, quand même plus clean. C'est très clean parce que là, c'est vraiment du partenariat. Puis encore là, c'est pas d'inciter à l'épargne, là, c'est vraiment de dire, écoute, on est 3-4 personnes qu'on se connaît depuis longtemps, puis qu'on a envie d'avoir un projet commun. Ça pourrait être une façon de faire. Mais encore là, ça vient avec une gestion de plus, une compagnie, donc avec des responsabilités fiscales et tout qui sont communes, mais ça vient aussi avec une gestion de l'humain. Parce que, tu sais, là, c'est beau. Mettons qu'on est 5. Si je suis avec François, je sais que j'ai pas de problème si à un moment donné, on est dans le rouge une couple de mois parce que François, il a du vécu, puis l'estomac, il y a de la corne. Tu sais, l'estomac, il est capable d'en prendre, mais si tu as quelqu'un de moins expérimenté qui insiste pour vivre ça, puis qui, à un moment donné, ça baisse, puis là, il te demande des comptes rendus 2 fois par jour,
Ouais. Ben là, toi, tu viens de manger ton temps. Tu sais, ça a un impact aussi au niveau du focus, puis au niveau, puis même au niveau relationnel avec ces personnes-là. Donc, soyez, si vous avez le goût de faire ça, soyez vraiment sélectif, je pense, sur la personne. Puis encore là, pour moi, il faut que la personne ait les moyens. Là. Quand quelqu'un met quelque chose dans un projet comme ça, si elle n'a pas les moyens de le perdre, c'est pas le but, mais c'est pas la bonne personne. On ne devrait pas faire ça. Si la personne angoisse parce que hey, j'ai besoin de mon argent, ou qu'est-ce que tu veux faire? Tu la revoir dans 6 mois ou tu te vois pour le long terme avec le projet? Parce que si tu veux revoir ça dans 6 mois, ben là, on a un problème. On ne fait pas ça, une structure comme ça, pour faire un flip, par exemple. Pour en faire un, ça ne marche pas. C'est pas viable. Là. Donc, il faut être conscient de ça aussi, je pense. Pour faire une parenthèse à ce que tu dis, je crois, encore là, sous toute réserve, là, faites vos recherches, mais la dernière fois que j'ai regardé, il me semble que c'était ça. On peut se partir d'un club boursier, mais je pense qu'il faut être 10 ou moins. Après ça, ça prend une plus grosse structure, là, puis je pense qu'il faut être réglementé, puis une structure un peu plus sérieuse, là, mais en bas avec un prospectus et oui, mais si on est 10 amis, c'est correct, là, on se parle d'une compagnie, puis on a tout, exemple, un dixième, puis ça finit là. Mais encore là, un peu comme tu expliques, je parlais à quelqu'un que le Nasdaq était up, je pense, à date, il est up 35 year-to-date depuis le début de l'année, puis une journée, ça l'a perdu 2 Il dit « Hey, qu'est-ce que je fais? Ça va-tu cracher? » Hey, arrête, là, tu viens de faire 35 Tu sais, il y en a du monde qui sont un petit peu plus insécures, puis comme tu dis, quelqu'un qui veut repartir un projet de même, c'est parfait, mais on va dire 10 personnes à 1 000 ça fait un portefeuille de 10 000 c'est une façon de se diversifier. Puis mettez ça dans la colonne perte en partant. Donc, c'est ça, une colonne perte. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Puis si ça ne marche pas, parce que 10 personnes, là, c'est tant qu'à moi, c'est 10 personnes de trop. Là. Tu sais? 9 de trop. C'est ça, c'est 9 de trop. Il y en a qui vont dire oui, non. Ça prend des règles établies d'avance. On investit-tu dans des actions, des contrats à terme? Est-ce qu'on investit en technologie? C'est quoi notre portefeuille? 25 à sécurité, 25 à risque. Mais tu sais, c'est un beau projet, là. C'est vraiment intéressant. Il y en a des clubs boursiers, là. Tapez sur Google, il y en a au Québec. Ils se rencontrent une fois par mois, puis qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne façon aussi d'apprendre la bourse. Oui. Puis de partager avec d'autres gens des passions communes, parce que quand tu es dans un projet comme ça, ben souvent, c'est des projets aussi qui maintiennent la relation. Là. Quand on a des projets ensemble, on se voit plus souvent, comme tu dis, puis ça stimule. Fait que moi aussi, je pense que c'est une belle approche, mais comme tu dis, c'est une bonne idée de le mettre dans la colonne perte tout de suite. Comme ça devient la colonne bonus par après, quand ça fonctionne. Puis là, il donnait des exemples, mais tu sais, faut que ça vaille le coup, là. Ça demande des efforts là, d'incorporer. Il y a un coût de roulement aussi. Là, ça va pas. Si tu fais ça pour 10 000 fais pas ça. Là, c'était pour l'exemple, mais en tout cas, ça prend de l'expérience, c'est plus avancé. Mais ça se fait, ça se peut. Donc, c'était pour ça qu'on l'énumère aujourd'hui. Et un dernier moyen de levier qui est de plus en plus populaire, c'est les fameux challenges qu'on voit un peu partout, là, poussés à gauche, à droite, pour aller chercher l'argent d'une entreprise qui a notre bien-être à cœur, qui veut nous aider à avoir accès à de la liquidité, sans promotionner, mais si vous voyez passer des FTMO, il y en a un méchant paquet. C'est intéressant, mais moi, je le vois plus ça comme au départ, comme vous payez un cours, parce qu'il y a un frais pour faire ces challenges-là. Et si tu ne réussis pas à rencontrer leurs exigences qui sont des fois quand même importantes, là, faire 10 de rendement en dedans de 60 jours, pas tout le monde est capable de faire ça. Il y en a que oui, mais c'est pas tout le monde. Quand on débute, c'est très difficile à faire. Je vais te corriger parce que quelqu'un m'en parlait. C'est pas 10 parce que j'ai regardé récemment, là, puis c'est quand même assez excessif, mais ils ne passent pas de l'argent pour rien, eux autres. Sinon, ils vont passer ça ailleurs. Là. C'est un challenge que je regardais, FTMO, pour ne pas le nommer, là, 10 par mois. Faut que tu fasses 10 par mois, sinon on parle de challenge, là, ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi? C'est comme un concours. Ouais. Vous transigez de l'argent fictif, et puis si vous faites 10 dans un mois, bien là, ils vont vous donner un portefeuille avec de la vraie argent, puis après ça, faites la même affaire avec de la vraie argent. Mais si vous ne transigez pas pendant un mois, eux autres, il n'y a pas de revenus. Donc, ils vont annuler votre challenge qui vous a coûté 200 $ pour le mois. Donc, on est comme... C'est le fun, là. On peut avoir accès à beaucoup de capital, puis ça ne coûte pas cher, sauf qu'on a une pression de transiger. Puis quand on a une pression de transiger, c'est pas bon, là. Non. Faire 10 par mois, là,
c'est comme faire 120% par année. Là. Tu sais, pour le marché des forex, je dis pas que c'est impossible parce que dans la bourse, tout est possible. Mais faire, tu sais, c'est ça que j'expliquais à la personne. Tu peux faire 10% un mois, puis l'autre mois, tu vas faire un autre 10%. Puis après ça, tu vas avoir un plus gros compte. Mais c'est un peu comme au casino, là. C'est en anglais, only matter of time, là, ton challenge, Exact. tu vas le perdre. Là. Ouais. Oui, tu peux faire de l'argent, mais Ouais. tu vas-tu devenir riche avec ça? Je ne crois pas. Mais c'est possible, mais je ne crois pas. Mais comme Patrick dit, tu te payes un cours, là. C'est ça. Parce que tu l'as dit, la pression de trader. Parce que moi, j'en ai fait un challenge dans le passé. C'était pas FTMO, puis je le nommerai pas, là. Mais la condition, moi, pour qu'il augmente mon capital, il fallait que je sois profitable 3 mois consécutifs. Non, mais c'est ça. Fait que là, je fais mon premier mois, ça marche. Je fais mon deuxième mois, ça marche. Mais là, le troisième mois, là, j'ai un tilt, là. C'est comme, hey, j'ai pas envie de perdre 2 mois, là. Fait que là, je me mets comme à... Plus sécuritaire. À pu être normal, si on veut. Puis, j'ai fini le mois avec une perte de 5 $. Arrête. Je veux pas entendre ce que tu vas me dire. Tu veux pas l'entendre, mais là... Ouais, vas-y. OK. Ils ont fermé ton compte. Non, ils n'ont pas fermé mon compte. J'ai parlé, j'avais un risk manager, là, un gestionnaire de risque. Puis là, j'ai eu une discussion avec. Ça, c'était quand même, le support était super bien, là. Puis là, il m'a dit, garde, je vais passer au comité, voir s'ils vont pas t'augmenter quand même. T'sais. Puis là, il est revenu, il dit, non, mais là, on va te laisser un autre mois, t'sais. Puis là, si tu l'as, on va t'augmenter. Mais eux, ils ne fermaient pas le compte, là, parce que les autres, ils me chargeaient mon 100$ par mois. Là, oui, non, c'est ça. Content, 5 $, là, ils ont... Ouais. Puis là, l'autre mois d'après, j'étais encore dans la même dynamique. Je dis, voyons donc, tu sais. Puis j'ai fini que j'ai récupéré mon mois, j'ai récupéré 4$. Mais j'étais encore 1$. Non, t'as pas vrai. Non, j'étais 1$ encore dans le rouge par rapport à mon capital. Fait que là, OK. Là, tu vas me dire qu'est-ce que je veux pas entendre. Ben là, il a dit non, là, tu recommences ton 3 mois dans cette situation-là. Fait que là, j'ai fait, tu sais, c'était comme, voyons donc, tu sais. Fait que dans ma tête, moi, un trader, ben, c'est impossible, tu sais, que ça soit... Non, mais non, c'est ça. Moi, tout le temps. Fait que dans le fond, moi, ce que j'aurais aimé, ce qui aurait été logique, c'est de dire, ben, regardez mon 3 mois, est-ce qu'il a été globalement, mon trimestre, est-ce qu'il a été profitable? Puis là, il aurait pu me construire. S'il voulait vraiment, cette compagnie-là, me mettre à disposition le capital, puis en passant, ils ne nous prêtent pas l'argent, là. Ils nous donnent un code pour trader dans leur compte. Hein. C'est pas, pas de l'argent dans notre compte, là. Fait que là, j'ai perdu confiance. J'ai dit, garde, je pense qu'ils veulent juste mon 100$ par mois. Puis là, si tu fais ça fois 10 000 personnes à 100$ par mois, que tu leur donnes pas de fonds parce qu'ils n'ont pas réussi. Tu sais, c'est comme tu as mis un challenge que tu sais que 99% du monde ne le réussiront pas. C'est comme ça, je le vois. Tu sais, Patrick, dans l'autre podcast, il parlait de devoirs. Je vais vous en donner un devoir. Allez sur Google, tapez combien de personnes font des FTMO Challenge. Essayez de voir il y a combien d'utilisateurs qui font ça à $200. Tu sais, vous allez voir que c'est une business, là. Ah oui, c'est une grosse business. Mais encore là, ils passent de l'argent, là. Il y en a qui ont des comptes, des funded accounts, là, de 200 000 $. Ils n'ont pas mis une scène. Fait que non. C'est faisable. C'est faisable. C'est ça. Juste que ça prend un talent où il faut être vraiment chanceux. Mais c'est faisable. C'est faisable. Ça, si vous savez que vous êtes déjà profitable avec vos stratégies, avec votre argent, vous pourriez ajouter ça puis faire des trades en même temps dans le compte de tout ça, puis votre compte à vous. T'sais, donc là, ça devient comme intéressant. Là, tu te mouilles déjà avec ton argent, puis tu le fais avec l'autre. Fait que là, tu pourrais comme augmenter ton capital avec ça. Ça pourrait être une approche. Ouais, si tu as déjà du succès. Oui, mais tu sais, pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis, je me l'ai fait poser la question, François. Pourquoi tu ne fais pas les FTMO Challenge? Il y a trop de contraintes. Oui, c'est ça. Faire 10% dans un mois, oui, ça va arriver. Ça peut arriver. Puis oui, un autre mois. Mais pourquoi je vais me casser la tête quand, mettons, que j'ai mon propre capital? Là? Mais je veux dire, faire l'autre en parallèle, non. Il y a pas, même pour moi, là, que je suis un négociateur professionnel, je trouve qu'il y a trop de contraintes. Y a-t-il des traders professionnels qui font des FTMO Challenge? J'en connais pas. Mais je connais des traders professionnels, là, mais écoutez, il doit en avoir qui le font, mais j'en connais pas. Tous ceux qui font des FTMO Challenge, c'est ceux qui débutent, qui n'ont pas d'argent, puis qui veulent aller chercher du capital. Exact. Puis c'est correct. C'est correct. La plupart parce que aussi, un peu comme Patrick explique, je vais le faire, le challenge, mais ça se peut qu'un mois, je perde de l'argent. Ça se peut qu'un mois, j'en fasse pas. Tu sais, moi, je veux pas avoir la pression de il faut que j'opère. Là. Moi, si je transige l'avant-midi, puis j'ai fait de l'argent, mais l'après-midi, je transige, je n'irai pas. C'est la même chose. Si j'ai fait de l'argent pendant un mois, l'autre mois, je vais peut-être prendre ça un peu plus relax. Ce que le FTMO Challenge, puis là, on ne le dénigre pas, là, c'est très, très bon. Mais bref, ça ne remplit pas certains critères, beaucoup de critères pour moi. Ouais. Puis là, on parle, puis là, on vient de se rendre compte qu'on va avoir une troisième partie, François. OK. Ça te tente-tu?
Parce qu'on a du stock, puis là, le temps passe. OK. Donc, les amis, on vous laisse réfléchir à tout ça. Je pense qu'on est allé un petit peu plus dans le... Tu sais, on a creusé un petit peu plus creux, ça, c'est intéressant. Et là, on va s'en aller dans le prochain épisode. Dans le fond, on va discuter, si on veut, tu sais, c'est quoi le coût. On va donner des exemples de risques, dans le fond, qui viennent avec ça, puis comment, dans le fond, s'en protéger. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve dans 7 jours. Un bon trading à tous.